En ce moment, on est assis sur plein de bulles et je pense que certaines vont commencer à éclater petit à petit. Ce ne sera pas une bombe à retardement, plutôt un lent effondrement, à moins qu'il y ait quelque chose d'imprévisible. Je ne sais pas, un effet signe noir, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Mais sinon, je pense qu'on va continuer à voir des chiffres comme notre croissance du PIB à 0,5 pour le quatrième trimestre. On va continuer à voir une croissance de l'emploi quasiment plate. Et rien de tout ça n'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lena Petrova et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, nous recevons Ryan McMaken, économiste, auteur et rédacteur en chef principal à l'Institut Mises. Ryan est largement reconnu pour ses travaux dans la tradition de l'économie autrichienne, où il s'intéresse à la politique monétaire, à l'histoire économique et au rôle de l'État sur les marchés. Il est l'auteur de Breaking Away, The Case for Secession, Radical Decentralization and Smaller Polities, ainsi que de Call Me Cowboys, The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre. Dans notre échange d'aujourd'hui, nous allons explorer son point de vue sur la situation économique actuelle, les risques qui pèsent sur les marchés mondiaux et ce que l'histoire peut nous apprendre sur la direction que les choses pourraient prendre. Ryan, bienvenue à nouveau dans l'émission. Je suis ravie de te revoir. Merci. C'est un vrai plaisir d'être vous. Ravi de vous avoir avec nous. Commençons par le sujet que nos responsables politiques ignorent complètement. La Réserve fédérale affirme que sa politique est restrictive. Et pourtant, la masse monétaire explose, atteignant des niveaux jamais vus depuis des années. Dans l'un de vos récents articles, que j'ai trouvé absolument passionnant et que je mettrai en lien pour nos spectateurs dans la description ci-dessous, vous écrivez que la masse monétaire a augmenté d'1 billion de dollars en 7 mois, entre juillet 2025 et février 2026. Quelle est la véritable histoire derrière ça? Oui, eh bien, chaque fois qu'on commence à parler de ces montants, 500 milliards, 1 trillion, je pense que beaucoup de gens ont du mal à vraiment se représenter ce que ça veut dire. Mais pour donner un peu de contexte, on parle d'environ 20 trillions de dollars au total dans la masse monétaire, si on regarde l'ensemble de l'économie. Et il faut garder à l'esprit qu'un tiers de cette somme a été créé depuis 2020, d'accord? Donc, si on pense à tous les dollars créés dans toute l'histoire des États-Unis, on en est à 20 trillions aujourd'hui, et un tiers de ça, c'est juste sur les dernières années. Ça donne une idée de l'ampleur de la croissance de la masse monétaire. Vous allez entendre beaucoup d'économistes keynésiens, post-keynésiens et même néoclassiques expliquer que la masse monétaire n'a pas tant d'importance que ça. Selon eux, tout se joue sur la vitesse de circulation de la monnaie et ce genre de choses. Mais en réalité, si on veut vraiment comprendre le concept d'inflation, c'est-à-dire l'inflation des prix, et qu'on ignore l'inflation monétaire, qu'on fait abstraction de l'augmentation de la masse monétaire, eh bien, c'est juste se bercer d'illusions. On ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe avec la hausse des prix et l'inflation si on ne prête pas attention à ce qui se passe du côté de la masse monétaire. Et la masse monétaire, malgré toutes ces affirmations selon lesquelles il y aurait une pénurie de dollars, que la politique serait trop restrictive, comme on l'entend souvent de la part de Powell et d'autres, eh bien, c'est tout simplement pas la réalité. Parce qu'on observe en fait une forte hausse de la masse monétaire. On est au plus haut depuis 44 mois en termes de rythme de croissance. Et sur les 6 derniers mois, 5 ont enregistré une augmentation d'1 mois sur l'autre de la masse monétaire totale.
Ces derniers temps, on voit même la masse monétaire totale remonter vers son niveau record parce qu'elle avait vraiment explosé pendant la période du Covid. On parle de hausses énormes, vraiment énormes, en 2020 et en 2021. Et elle a fini par dépasser les 22 000 milliards de dollars, à peu près. Ils ont un peu relâché la pression à ce moment-là. Il y a eu une période de stagnation, mais maintenant, depuis quelques mois, ça repart clairement à la hausse. Et donc, sans surprise, on voit cette inflation des prix, alors que l'objectif officiel, c'est ce fameux 2%, un chiffre complètement arbitraire inventé par la Fed. Pourtant, la loi, elle, parle bien d'un objectif de 0% d'inflation. Mais la Fed a décidé, toute seule, que non, 2%, c'était le bon niveau. On peut débattre de savoir si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils affichent comme cible. Sauf qu'ils en sont loin. Ces derniers mois, on est toujours au-dessus de 2,5%. Et maintenant, selon leurs propres indicateurs favoris, on se rapproche des 3%. On a l'impression que dans les faits, leur vrai objectif, c'est désormais 3%. Parce que même si on n'est même pas en train de se diriger vers 2%, ils continuent à mener des politiques qui favorisent encore la croissance monétaire. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où la masse monétaire augmente de façon significative. Elle ne diminue pas, elle ne ralentit pas, même en termes de croissance monétaire. On pourrait espérer peut-être une hausse plus modeste, disons d'1% sur un an, quelque chose comme ça. Mais là, on est au-dessus de 5%, ce qui, encore une fois, représente presque un record sur 4 ans en matière de croissance globale. Alors qu'on ne vienne pas dire que la masse monétaire se contracte, qu'elle ralentit, ou que la Fed mène des politiques restrictives, parce qu'il n'y a tout simplement aucune donnée qui montre que c'est le cas. Jusqu'à présent, la guerre en Iran a eu un effet de stagflation sur l'économie américaine. La croissance ralentit, les chiffres de l'emploi sont plus faibles et bien sûr, la confiance des consommateurs est en baisse. Alors, pourquoi la création monétaire s'accélère-t-elle au lieu de ralentir dans un tel contexte? Eh bien, je pense qu'on le voit dans le refus de la Fed et dans celui du Trésor de faire quoi que ce soit qui pourrait vraiment restreindre la masse monétaire, parce que ça risquerait de provoquer une crise du crédit et d'accélérer encore la récession vers laquelle on semble se diriger. Est-ce que les États-Unis sont en récession? C'est toujours difficile à dire parce qu'on date toujours les récessions après coup, non? La Fed nous disait qu'il n'y avait aucune récession à l'horizon, à la mi-2008, alors qu'en réalité, la récession avait déjà commencé à la fin de 2007. Donc, on ne sait pas vraiment. Mais comme tout ce que vous venez de mentionner, que ce soit la confiance des consommateurs ou, disons-le, la croissance de l'emploi ces derniers mois, tout ça stagne fortement. Même Powell reconnaît qu'on se dirige vers 2026 avec en pratique une croissance de l'emploi à 0%. Autrement dit, une situation sans création d'emplois. Certains appellent ça l'économie du ni embauche ni licenciement. Il n'y a pas de vague massive de licenciements. Même si on continue à voir des annonces de suppression de postes chez Facebook ou d'autres grandes entreprises. Ces chiffres ne sont pas assez élevés pour provoquer une panique liée à des licenciements massifs. Mais en même temps, quand on regarde les embauches, les nouvelles embauches, il ne se passe rien non plus. Donc oui, il n'y a pas énormément de gens qui perdent leur emploi. Mais si vous arrivez tout juste sur le marché du travail, pour une raison ou une autre, vous venez de finir le lycée ou l'université, vous devez commencer à travailler, ou bien vous revenez sur le marché après, disons, 10 ans passés à élever vos enfants ou autres, eh bien, il n'y a rien pour vous en matière de nouvelles embauches. Et ça, c'est un vrai problème. Ils le voient bien,
Et du coup, ils ne vont pas vouloir faire quoi que ce soit qui risque de freiner la croissance monétaire parce qu'ils espèrent en tirer un effet de relance. Donc, le mieux qu'ils puissent espérer, c'est une forme de stimulation de la croissance monétaire. Parce que, comme vous l'avez mentionné, la guerre en Iran réduit la production. Et ça, c'est clairement pas ce qu'on souhaite. Ils ont révisé la croissance du PIB du quatrième trimestre à 0,5%, alors qu'ils nous disaient depuis longtemps que ce serait plutôt entre 1,5% et 2,5%. Ils annonçaient des objectifs, des chiffres au moins modérément corrects. Et au final, tout ça était faux. On est à 0,5%. Et soyez sûrs qu'ils vont toujours vous donner le meilleur chiffre possible, celui qu'ils peuvent se permettre de publier. D'accord? Donc en réalité, c'est probablement encore pire que 0,5%. Mais c'est la situation actuelle. Et pendant ce temps, toutes ces installations de production de pétrole ont été bombardées au Moyen-Orient. Les engrais ne sortent plus du détroit d'Ormuz. On fait face à toutes sortes de problèmes de production. Tout ça va réduire la production globale de biens. Et ça va faire en sorte que la croissance monétaire entraîne encore plus de hausse des prix. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être même une baisse de la production dans l'économie, alors qu'en même temps, la quantité de dollars en circulation continue d'augmenter. Donc, même si la production restait stable, avec plus de dollars en circulation, on aurait forcément plus d'argent qui poursuit la même quantité de biens, ce qui ferait monter les prix. Mais là, on est peut-être dans une situation où il y a plus de dollars qui courent après encore moins de biens. Et ça va provoquer une inflation des prix encore plus forte. Alors, si on regarde les chiffres officiels, on parle d'environ 2,93% d'inflation en ce moment. Et pratiquement tout le monde s'attend à ce que ça empire dans les mois qui viennent, à moins que la guerre ne s'arrête comme par magie demain et qu'on se mette à reconstruire toutes ces infrastructures de production à une vitesse incroyable. Mais honnêtement, je ne connais personne dans la vraie vie qui pense que ça va arriver. Exactement. Oui, je ne pense pas que ça va arriver, tout simplement parce qu'on sait que certains objectifs ne seront pas abandonnés. Et ces objectifs ne viennent pas de Washington, mais en réalité d'un acteur étranger. Donc, il ne semble pas que cette guerre soit sur le point de se terminer. Elle est probablement juste en pause. Maintenant, si on parle du marché du travail américain, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de raisons d'être très inquiet. D'abord, les licenciements liés à l'intelligence artificielle ont augmenté. On voit des entreprises comme Microsoft et plusieurs autres géants de la tech licencier des dizaines de milliers d'employés. Et je sais que le PDG je ne me souviens plus exactement laquelle, mais l'une des plus grandes entreprises, et je mettrai sans doute un extrait pour nos téléspectateurs, a dit qu'il préférait embaucher quelqu'un capable de travailler avec l'IA plutôt qu'un nouveau venu qui ne sait pas le faire. Donc, il semble que ça devienne en quelque sorte l'une des conditions de base pour toute personne qui entre sur le marché du travail dans beaucoup de professions. Mais d'un autre côté, on voit aussi l'inflation repartir à la hausse. Et bien sûr, les entreprises, surtout les petites et moyennes, se retrouvent dans une situation où elles doivent réduire leurs coûts de fonctionnement. Et la masse salariale, souvent, c'est l'un des postes les plus importants. Donc, c'est probablement là qu'elles cherchent à agir en premier. Ce qui veut dire, encore une fois, des embauches plus lentes. Est-ce que ça vous inquiète quand vous regardez le marché du travail aux États-Unis? Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si les choses continuent comme maintenant? Qu'est-ce que vous attendez, disons, dans les 6 à 12 prochains mois? Eh bien, je pense qu'on va simplement voir la poursuite d'une tendance qui semble en place depuis 2009-2010.
On a une économie de plus en plus orientée vers un petit nombre de très grandes entreprises technologiques et il n'y a pas vraiment d'investissement réel au-delà de ce qu'on peut générer en empruntant dans le secteur financier. Dans une économie vraiment saine, les gens épargnent, ils investissent dans des choses concrètes, des biens qu'on peut utiliser pour produire. Mais aujourd'hui, il y a très peu de ça dans l'économie. L'économie doit passer à une nouvelle phase, sortir de cette période de baisse continue des taux d'intérêt qui dure depuis des décennies. Mais tout ça s'est vraiment accéléré après 2008-2009, quand ils ont décidé que la solution à la crise financière de l'époque, c'était de faire en sorte que les taux d'intérêt restent constamment très bas. C'était la politique menée par la Fed, d'abord sous Bernanke, puis sous Yellen, et dans une moindre mesure, mais quand même, sous Powell. Et ce n'est que récemment que la Fed semble perdre la main, qu'elle n'arrive plus à maintenir ses taux d'intérêt aussi bas. Alors, quel a été l'effet de tout ça sur le secteur privé? Est-ce que, plutôt que d'investir, plutôt que de devenir plus productives, les entreprises se sont simplement mises à emprunter davantage et à refinancer leurs anciennes dettes? En fait, ça a créé beaucoup de ce qu'on appelle des entreprises zombies. Des sociétés qui continuent d'exister uniquement parce qu'elles peuvent emprunter à bas taux pour rembourser leurs vieilles dettes. Et en fait, ils n'ont pas vraiment eu besoin de trouver des moyens d'innover ou de devenir plus productifs. Alors oui, les chiffres officiels sur la productivité ont l'air plutôt bons. Mais quand on regarde de plus près, en termes de croissance économique réelle, de PIB, de production concrète, surtout si on compare ça à l'augmentation de la masse monétaire, eh bien ça n'a pas l'air aussi solide que ça. Et je pense qu'on va commencer à voir beaucoup de ces effets apparaître dans les prochaines années, quand on se rendra compte que, eh bien non, on ne peut plus simplement emprunter toujours plus d'argent pour faire tourner la machine. Il va falloir vraiment produire des choses. Mais ça, c'est difficile. Et ça coûte cher. On n'a pas investi comme on aurait dû. Donc, à mon avis, on va commencer à voir des licenciements importants à cause de ça. Quand on parle de la masse monétaire, quel rôle jouent les politiques des banques centrales par rapport à celui des banques privées dans cette hausse de la liquidité? Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux et dire voilà ce qui alimente cette montée de la liquidité, que ce soit la politique de la banque centrale ou bien la création monétaire liée aux prêts accordés par les banques privées? Oui, il faut toujours rappeler que ce n'est pas seulement la banque centrale qui crée de la monnaie. Historiquement, ce sont surtout les banques commerciales qui ont été le principal moteur de ce processus. La raison, c'est que la Banque centrale soutient en quelque sorte ce mécanisme, ce système où les banques prêtent plus d'argent qu'elles n'en ont réellement en réserve. C'est ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. On a, disons, 1 000 $ déposés à la banque, mais on va en prêter plusieurs fois plus que ces 1 000 $. Et tout cela finit par s'empiler comme une pyramide. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux dollars qui entrent dans l'économie. Ils sont prêtés par une banque, puis ces dollars sont déposés dans d'autres banques, qui à leur tour prêtent encore plus d'argent par-dessus. C'est tout simplement comme ça que fonctionne le système bancaire à réserve fractionnaire. L'argent déposé est en partie retiré pour être prêté en même temps. Et au final, ce qui devait être 1 000 $ au départ disparaît en quelque sorte. En réalité, on se retrouve avec des gens qui dépensent 2 ou 3 000 $, juste pour donner un exemple, à partir de ces 1 000 $ d'argent réel. Et ça, concrètement, ça crée beaucoup d'inflation monétaire. Et la raison pour laquelle on peut s'en sortir comme ça, c'est que si jamais il y a un risque de panique bancaire, si tout le monde veut retirer son argent en même temps,
La Réserve fédérale va tout simplement fournir la liquidité nécessaire pour éviter que ça arrive. Du coup, il y a une incitation à prêter plus d'argent qu'on ne peut réellement en rendre aux déposants. Et c'est comme ça que le système fonctionne. En gros, depuis les années 1920, depuis que la Fed s'est engagée à être le prêteur en dernier ressort. Mais ces dernières décennies, surtout depuis 2009, la Fed a beaucoup renforcé ce rôle et est devenue un acteur bien plus important à cause de la faiblesse générale de l'économie. En réalité, il y a eu moins d'activité du côté des banques commerciales, avec moins de prêts accordés. Il n'y a pas autant d'activité du secteur privé comparé à ce que fait la Banque centrale en ce moment, comme racheter des titres adossés à des créances hypothécaires, acheter des bons du Trésor et les ajouter à son portefeuille. C'est particulièrement important aujourd'hui parce qu'après la crise de 2008, l'économie était extrêmement faible. L'objectif, c'était de s'assurer que les banques restent solvables et que tous ces mauvais prêts hypothécaires inscrits dans leur bilan ne deviennent pas un désastre. Comment faire pour éviter que ces prêts ne tournent mal, que même si les gens ne remboursent pas leur crédit, le marché hypothécaire ne s'effondre pas complètement, entraînant la faillite de toutes ces banques? La Banque centrale a donc commencé à racheter massivement des titres adossés à des créances hypothécaires pour soutenir et stabiliser le marché du crédit immobilier. Ils ont racheté des milliers de milliards de dollars de tout ça. En fait, c'était un sauvetage pour l'ensemble du secteur hypothécaire et pour les grandes banques qui détenaient des titres adossés à des prêts immobiliers et d'autres actifs du même type. C'était un plan de sauvetage pour les milliardaires, les multimilliardaires et pour les banques. Et en même temps, pour éviter que les taux d'intérêt ne s'envolent avec l'augmentation des dépenses fédérales, ils ont aussi racheté énormément de bons du Trésor. Encore des milliers de milliards de dollars. À tel point qu'au total, on approchait les 9 000 milliards de dollars d'actifs achetés par la Réserve fédérale pendant la période du Covid. Parce qu'à chaque fois qu'une crise semblait se profiler, ils rachetaient encore des milliers de milliards de dollars de ces titres, qu'il s'agisse de bons du Trésor ou de titres adossés à des prêts immobiliers. Et cet argent, d'où venait-il? En réalité, il a été créé de toutes pièces. C'était, pour ainsi dire, de l'argent fraîchement imprimé. Et c'est de là qu'est venue une grande partie de cette inflation monétaire, et donc de la hausse des prix. Ce n'était plus simplement l'activité habituelle des banques commerciales, avec des réserves fractionnaires, comme on l'a connu historiquement. Là, la Banque centrale achetait activement des actifs avec de l'argent nouvellement créé. Et ça reste un facteur majeur dans l'économie. C'est un point que la Fed n'a jamais vraiment traité. Il se demande qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se débarrasser de ces actifs? Est-ce qu'on va les laisser disparaître du bilan petit à petit? Et surtout, quand est-ce qu'on va enfin normaliser l'économie et revenir à la tendance d'avant 2009 en matière de croissance monétaire? Et ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont même jamais eu de plan pour le faire. Donc, tant que ça continue, on peut s'attendre à de fortes hausses de prix et vous ne récupérerez jamais cette valeur perdue. Rappelez-vous, les Américains, ou plus largement les détenteurs de dollars, ont perdu environ 25% de leur pouvoir d'achat depuis 2020 à cause de cette inflation monétaire. Et vous ne le récupérerez pas, sauf s'ils laissent la déflation se produire. Mais on voit bien à leurs actions de ces dernières années qu'ils n'ont aucune intention de permettre la moindre forme de déflation. Je veux bien qu'on parle du dollar américain, mais faisons ça dans un instant. Il y a une phrase vraiment intéressante dans votre article. Vous écrivez « Dans le but de faire encore grimper les prix des actifs et d'une certaine façon, de contrer notre stagnation économique croissante,
la Fed a de nouveau augmenté ses achats de bons du Trésor, payés avec de l'argent nouvellement créé. C'est donc un cercle vicieux, non? Et c'est exactement ce que vous venez de décrire. Oui, ça fait 18 ans qu'ils disent qu'ils vont réduire la taille de leur bilan. À l'époque, en 2009, je travaillais dans le secteur du crédit immobilier, comme économiste spécialisé dans le logement. Et j'allais à des réunions, à des présentations organisées par la Réserve fédérale de Kansas City, parce qu'ils avaient une antenne à Denver à ce moment-là. On allait à ces petits déjeuners qu'ils organisaient. Il y avait des économistes qui prenaient la parole et ils disaient, et je parle bien de 2009, oui, on a racheté des milliers de milliards de dollars d'actifs, mais bientôt, on va commencer à réduire tout ça. Bientôt, on va trouver comment revenir à une politique monétaire normale. On va mettre fin à cette politique monétaire extraordinaire, comme ils l'appelaient. Et puis, 2010 est devenu 2011, puis 13, 14, 15. Et ensuite, quand ils commencent à en parler sérieusement en 2019, ils disent « Bon, maintenant, l'économie est assez solide pour qu'on puisse enfin réduire le bilan. » C'est 2019. Et là, arrive la crise du marché des repos. Tout à coup, il y a un problème de liquidité à court terme, et les banques ont vraiment du mal à honorer leurs obligations à court terme. On a alors l'impression qu'une récession se profile. Et quelques mois plus tard, le Covid arrive. Et la Fed se retrouve de nouveau en situation de crise, à racheter pour des milliers de milliards de dollars d'actifs supplémentaires. Donc on voit bien que, depuis des années, la Fed ne cesse de parler de normaliser la situation. Elle répète qu'elle va mettre fin à tous ces nouveaux pouvoirs qu'elle s'est inventés en 2008 en matière d'inflation monétaire. It is absolument aucun signe qu'elle va se produire. Alors, si les tendances actuelles se poursuivent, qu'est-ce qui cède en premier? Les finances des ménages, le marché de l'emploi, ou bien les prix des actifs qui chutent? Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on doit encore comprendre quels vont être les vrais effets de la guerre en Iran, parce qu'on n'en ressent clairement pas encore les conséquences ici, du moins pas aux États-Unis. En fait, la vérité, c'est que le commerce américain ne dépend pas autant, contrairement au reste du monde, du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Alors oui, ça va faire grimper les prix du pétrole, ça va stimuler la production, ça va alimenter l'inflation et ça va poser problème. Mais comme les États-Unis n'importent qu'une petite partie de leur énergie, comparée par exemple à la plupart des pays européens, et surtout aux pays asiatiques, qui, eux, vont subir un impact énorme, l'effet ne sera pas aussi rapide chez nous. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que même si les États-Unis n'importaient plus du tout de pétrole, le prix mondial du pétrole augmenterait fortement. Parce que tout à coup, il y aurait moins de pétrole disponible, et tous les pays d'Asie et d'Europe achèteraient autant qu'ils le peuvent, y compris auprès de l'Amérique. Alors, à moins que Trump n'interdise les exportations de pétrole et d'énergie des États-Unis, ce qu'il pourrait faire, enfin, clairement, cet homme n'a aucun attachement au marché libre ou à ce genre de principe. Donc, oui, il pourrait l'interdire. Mais ça poserait d'autres problèmes. Et tant qu'il n'interdit pas ces exportations, les Américains devront se battre sur le marché mondial de l'énergie comme tout le monde. Et ça va faire grimper le coût de production pour tout le monde, pas seulement le prix des transports. Alors, comment tout ça va se passer? Tant qu'on n'a pas une idée plus claire de ce à quoi ça va ressembler. Ça va être très difficile de prévoir quels secteurs seront les plus touchés et ce qui va céder en premier. On peut déjà le voir à travers le crédit que les consommateurs utilisent et l'état général du marché de l'emploi.
L'inflation des prix des actifs continue et l'indice d'accessibilité au logement montre que les prix atteignent de nouveaux records d'inaccessibilité. On le voit dans plusieurs indicateurs. Et ça va poser un vrai problème pour beaucoup de foyers. Jusqu'ici, si vous êtes dans la tranche de revenus la plus élevée, vous possédez déjà pas mal d'actifs. Donc vous pouvez profiter de cette inflation des prix des actifs. Vous vous en sortez plutôt bien. Les personnes plus âgées, plus aisées, ne se plaignent pas trop. Mais pour les plus jeunes, ceux qui ne possèdent pas encore beaucoup d'actifs, les prochains mois risquent d'être très compliqués. Certains économistes affirment que nous sommes en quelque sorte assis sur une bombe à retardement financière à long terme. Et vous savez, quand on regarde la quantité de monnaie créée depuis la grande récession, ça semble effectivement aller dans ce sens. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ou bien pensez-vous que c'est une vision un peu trop dramatique? Et qu'il existe des moyens de réduire efficacement les risques liés à l'augmentation de la masse monétaire, à la baisse du pouvoir d'achat et à tout ce qui, d'une manière générale, s'affaiblit dans l'économie américaine. Eh bien, le problème avec l'analogie de la bombe à retardement, c'est qu'une bombe à retardement explose très très vite et de façon évidente. Donc, une meilleure comparaison, ce serait peut-être une bombe qui explose très lentement, mais qui détruit tout autant. Vous voyez? On pourrait dire, par exemple, un feu de broussailles, quelque chose comme ça, quelque chose qui avance, qui continue et qui détruit tout sur son passage. Mais peut-être que si on a de la chance, on peut même le distancer pendant un moment. Et c'est sans doute plus proche de ce qu'on observe. D'ailleurs, certains médias ont fait des comparaisons en disant que cela pourrait être la crise du canal de Suez des États-Unis. Oui, c'est peut-être une bonne analogie. Dans les années 50, le Royaume-Uni s'est retrouvé dans une situation où la livre sterling était déjà en déclin. Mais le pays pouvait encore compter sur un soutien important de la part de l'étranger, parce que sa monnaie restait une composante essentielle des réserves mondiales. Cela permettait, en gros, de soutenir la livre et de faciliter le financement de l'État britannique, puisque la livre restait très forte. Bien sûr, la livre a commencé à décliner après 1945, quand les États-Unis ont mis en place le système de Bretton Woods. Mais elle est restée la principale monnaie de réserve mondiale jusqu'à environ 1956, au moment de la crise de Suez. Et ça a sans doute été fortement accéléré à l'époque par la crise, quand le Royaume-Uni voulait s'assurer que le canal reste ouvert, alors que l'Égypte essayait de le fermer. On voit bien pourquoi cette comparaison semble pertinente ici. Non? Vous avez un pays arabe. Enfin, non, l'Iran n'est pas un pays arabe. Disons un pays du Moyen-Orient qui ferme une voie commerciale importante. Et une puissance impériale. Dans ce cas-là, le Royaume-Uni, et dans le cas présent, les États-Unis, qui veut maintenir cette route commerciale ouverte. Le Royaume-Uni a dû aller voir les États-Unis et leur dire « Écoutez, pouvez-vous soutenir la livre sterling dans cette affaire pour éviter que tout s'effondre ?» Parce qu'ils allaient devoir dépenser énormément d'argent et émettre beaucoup de nouvelles dettes publiques pour financer leur opération militaire là-bas. Et Eisenhower a répondu non. Il a dit « Nous avons une politique anticoloniale, donc nous ne voulons pas soutenir vos entreprises coloniales en Égypte. » Autrement dit, les États-Unis n'allaient pas aider ni soutenir la livre sterling dans cette situation. Ça a eu un effet très négatif sur la valeur de la livre. Elle s'est mise à chuter fortement et son rôle comme monnaie de réserve mondiale a commencé à s'effriter. Pour beaucoup, c'est à ce moment-là que le déclin de l'Empire britannique a vraiment commencé. Beaucoup de gens situent la fin de l'Empire britannique à l'époque de la crise de Suez, parce qu'à ce moment-là,
le Royaume-Uni a en quelque sorte perdu son rôle dominant dans la finance mondiale. Avec les dépenses militaires sans fin auxquelles le pays devait faire face, il n'avait plus le même soutien, surtout parce que les États-Unis n'étaient plus là pour l'aider. Et ça a eu un effet boule de neige. Avant, les États-Unis pouvaient dire « on ne va pas vous soutenir sur ce coup-là ». Mais ce n'était pas si grave parce que la livre sterling restait stable, voire gagnait en puissance à l'échelle mondiale. Mais à ce moment-là, elle était en déclin et il n'y avait plus vraiment d'espoir d'amélioration. Beaucoup de gens disent que peut-être les États-Unis s'impliquent aussi là-dedans, parce qu'on voit maintenant d'autres grandes puissances commercer soit en monnaie chinoise, soit en monnaie iranienne. Elles cherchent des moyens de contourner les sanctions internationales. On voit aussi les pays des BRICS qui essayent de s'éloigner du dollar. Et je pense qu'aucun de ces éléments, pris isolément, n'aurait forcément un impact mondial majeur sur le dollar. Mais mis bout à bout, et avec le fait que les États-Unis vont devoir dépenser beaucoup plus pour faire face à cette guerre, il y a un autre effet qu'on n'a pas encore vu. La vraie question, c'est jusqu'où ira le coût total de cette guerre et combien les États-Unis vont devoir emprunter. Tout ça, mis bout à bout, pourrait, à mon avis, avoir un impact majeur sur le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale et plus largement sur la confiance envers les États-Unis. Il faudra sans doute plusieurs années avant qu'on voit clairement si cette tendance se confirme et encore plus de temps avant que tout ça ne se délite complètement. Un peu comme ce qui s'est passé avec la livre sterling. Il a fallu des années pour que tout ce processus se défasse. Mais on peut déjà repérer certains signes qui vont probablement dans cette direction, et les États-Unis ont de bonnes raisons de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer. Absolument. Est-ce qu'il y a un lien entre l'augmentation de la création monétaire et la domination du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale? Oui, je pense qu'il faut, c'est juste du bon sens, non? Si on inonde le monde de dollars, chaque dollar individuel vaudra forcément un peu moins. C'est vrai pour n'importe quel bien ou service. Si on en produit une grande quantité et qu'on le balance sur le marché, les gens seront prêts à payer moins pour l'obtenir. C'est pour ça, à mon avis, qu'on voit aujourd'hui une pression persistante à la hausse sur les rendements. Autrement dit, sur les taux d'intérêt de la dette publique. La Réserve fédérale a essayé de faire baisser ses taux avec sa politique monétaire, mais ça n'a pas vraiment marché. Et malgré les promesses de Trump, qui disait vouloir réduire la dette à long terme, notamment sur les prêts immobiliers, il affirmait qu'il rendrait le logement plus abordable en faisant baisser les taux hypothécaires. Eh bien, ça ne s'est pas vraiment produit non plus. En partie, c'est parce qu'il continue de déverser toujours plus de bons du Trésor sur le marché, tout en sapant la confiance à moyen et long terme à force de dépenser sans cesse davantage. Il continue de dépenser. Si on regarde, voyons, on est à mi-parcours de l'année fiscale, 6 mois de données, et je crois qu'on en est déjà à environ 1 600 milliards de dollars de déficit pour l'année en cours. Même en tenant compte de l'inflation, de la hausse des prix, si on ajuste pour l'inflation, les dépenses globales de l'année budgétaire sont au plus haut niveau jamais atteint. Donc malgré toutes les déclarations de Trump disant qu'on allait réduire les dépenses, qu'on allait dépenser moins, qu'on allait supprimer certains départements comme le ministère de la Justice et d'autres, rien de tout ça ne s'est produit. Selon moi, il y a 2 choses qui mettent le dollar en danger. D'abord, la poursuite de cette hausse des dépenses, qui oblige à injecter toujours plus de bons du Trésor sur le marché. Mais ça, à son tour, entraîne une autre conséquence.
C'est un processus étape par étape. On dépense plus, les déficits augmentent, et ensuite, il faut émettre encore plus de bons du Trésor pour financer ces déficits. Mais ça, forcément, ça va faire monter les taux d'intérêt. Parce que les investisseurs vont exiger des rendements plus élevés quand on inonde le marché de bons du Trésor. Alors, comment on gère ça? Eh bien, la Fed intervient. On s'attend à ce qu'elle intervienne. Et d'ailleurs, elle le fait déjà, puisqu'elle rachète de plus en plus de bons du Trésor. On s'attend donc à ce qu'elle en rachète encore davantage pour contenir la pression à la hausse sur les taux. Et comment elle fait ça? Elle achète ses bons du Trésor avec de l'argent fraîchement créé. Donc, on revient à ce schéma bien connu. On alourdit encore le bilan, on ajoute toujours plus de bons du Trésor. Et pour les acheter, qu'est-ce qu'on fait? On imprime encore plus d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a plus de dollars en circulation. Et tout ça est étroitement lié aux dépenses publiques et au déficit budgétaire. On ne peut pas faire comme si ces choses n'étaient pas connectées. Il faut reconnaître que tant que Trump laisse filer ses dépenses incontrôlées et continue de s'engager dans ces guerres extrêmement coûteuses, le marché obligataire ne sera pas dupe. Il verra bien qu'on exerce de plus en plus de pression à la hausse sur les rendements, parce qu'il y a toujours plus de bons du Trésor sur le marché. Donc on risque de voir une pression continue à la hausse sur les taux d'intérêt à long terme, et peut-être même à court terme aussi, selon la façon dont tout ça évolue. Trump veut des taux plus bas et le futur président de la Fed, Kevin Warsh, sera sans doute plus réceptif au Conseil économique de Donald Trump. Disons-le comme ça. Trump veut aussi avoir plus d'influence sur la Fed et il va probablement saisir cette occasion, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. Oui, il va en quelque sorte utiliser cette opportunité pour servir son propre agenda. Vu la tournure que prennent ses choix en politique étrangère, je ne pense pas que le fait qu'il contrôle la Fed ou qu'il ait davantage de pouvoir sur ses décisions soit forcément une bonne chose. La Fed doit rester indépendante et elle ne devrait pas être guidée par la politique. Elle ne devrait recevoir aucune directive de la Maison-Blanche, sous quelque forme que ce soit, idéalement. Vous pensez que Kevin Warsh, s'il est confirmé, et puisqu'il s'agit du choix de Trump, vous pensez qu'il parviendrait à rester indépendant? Ou bien que cette indépendance serait compromise s'il l'était? Oh, je pense qu'elle pourrait être aussi indépendante que Powell, Bernanke ou Yellen, c'est-à-dire pas vraiment indépendante. Aucun d'entre eux ne l'était. Ils avaient tous leur propre groupe d'intérêt, non? La Fed fonctionne avec son propre réseau d'intérêts particulier, auquel elle doit répondre, parce qu'elle est très étroitement liée au secteur financier. Mais elle est aussi très liée au Trésor. Parce que la raison pour laquelle les banques centrales ont été créées, et c'est vrai partout, pas seulement aux États-Unis, c'est que par exemple, Napoléon a créé la Banque de France, dans sa forme actuelle, pour permettre à l'État central d'emprunter facilement de l'argent pour financer ses activités. Et dans le cas de Napoléon, comme dans celui des États-Unis après 1945, c'est avant tout pour financer la guerre. C'est ça, la chose la plus chère et la plus importante. Et personne ne pense qu'un président de la Fed va arriver en disant « Je suis attaché à une politique plus saine. Je vais laisser les taux d'intérêt augmenter, peu importe ce que dit le gouvernement. » Si le gouvernement central lance une nouvelle guerre et vient le voir en disant « On a besoin d'emprunter un autre millier de milliards de dollars, mais ça va vraiment faire grimper les taux d'intérêt, alors, s'il vous plaît, intervenez pour les faire redescendre à un niveau plus normal, afin d'éviter une crise de la dette souveraine. » Il n'y a aucune chance qu'un président de la Fed réponde « Non, débrouillez-vous, je ne vais pas vous aider à financer ces déficits et ces guerres. » Donc, il y a toujours, en toile de fond,
ce manque d'indépendance de la Banque centrale. Warsh parle de, je cite, « Il nous faut un nouvel accord, un peu comme celui de 1951, qui a créé le cadre actuel. » Je ne sais pas. C'est une sorte d'illusion sur la manière dont la Fed et le Trésor sont censés interagir, alors qu'il existe énormément de données montrant que, surtout dans les années 70, la Fed n'avait aucun problème à aider à financer les nouveaux déficits et l'énorme volume de dépenses fédérales, notamment pendant la guerre du Vietnam et après. Et franchement, je ne vois pas qu'il y ait la moindre volonté de s'écarter de cette politique générale. À savoir que si le gouvernement central s'adresse à la Fed en disant « les taux d'intérêt sont trop élevés », eh bien la réponse sera toujours la même. On a besoin d'un peu d'aide à ce niveau-là, sauf si on est dans une situation où les taux d'intérêt sont déjà vraiment très bas et que la Réserve fédérale se dit « bon, si on les baisse encore, ça va vraiment perturber le secteur financier. » Wall Street va être furieuse contre nous et ça risque de faire s'effondrer l'économie, avec en plus une forte poussée d'inflation des prix. À moins d'être dans ce cas-là, la Fed va toujours chercher à s'aligner sur le gouvernement central. La seule chose qui pourrait la freiner, qui pourrait l'empêcher d'accepter de baisser les taux d'intérêt, c'est si on voit déjà apparaître un vrai problème d'inflation des prix. C'est justement ce qui freine la Fed quand il s'agit de monétiser encore plus de dettes ou d'imprimer encore plus de dollars. À un certain point, ça devient politiquement impossible de continuer à créer de la monnaie parce que l'inflation des prix devient trop forte. C'est, si on veut, le garde-fou politique contre l'inflation monétaire. Ils commencent à s'inquiéter de la hausse des prix. C'est pour ça qu'ils ont changé de cap en 2022, quand l'inflation des prix a atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 40 ans. À ce moment-là, ils ont enfin laissé les taux d'intérêt remonter, ce qui a exercé une certaine pression à la baisse sur l'inflation. Mais bien sûr, ils s'en sont écartés dès qu'ils ont pu, pour revenir à des politiques plus inflationnistes, plus accommodantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a à peu près 3% d'inflation au lieu du taux qu'ils visent officiellement. Voilà, c'est simplement comme ça que le système fonctionne. Tout ça, c'est simplement la Banque centrale qui fait sa part pour s'assurer qu'elle peut continuer à aider à financer un gouvernement fédéral très dépensier. Comme vous l'avez sans doute remarqué, de temps en temps, ils prennent la parole. Yellen le faisait et Powell le fait aussi, pour dire que le Congrès devrait faire quelque chose à propos de ces énormes déficits. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent dire, n'est-ce pas? Ils ajoutent toujours « Je ne vais pas dire au Congrès comment faire », mais ils préviennent que si ces déficits colossaux continuent, ça finira par poser problème. Ils le disent, oui, mais au final, ils seront toujours là pour aider dès qu'on leur demandera, en maintenant les taux d'intérêt sous contrôle grâce à une politique monétaire accommodante. Donc, c'est exactement ce que j'attends de Warsh. Je ne m'attends pas à un changement notable par rapport à ce qu'on a vu ces 18 dernières années. Un article récent du New York Times parle de Kevin Warsh, qui voudrait changer un peu les choses à la Fed. Apparemment, il souhaite que la Fed ait une présence plus limitée sur les marchés financiers et qu'il y ait une coordination plus étroite avec le département du Trésor sur ce que la Fed détient dans son portefeuille, ainsi que sur la manière dont le gouvernement émet de la dette pour se financer. Kevin Warsh a soutenu que réduire les avoirs de la Banque centrale donnerait aux responsables plus de marge pour baisser les taux d'intérêt, ce que Trump réclame depuis longtemps. Quelle est votre opinion sur cette idée? Vous pensez que c'est faisable? Vous croyez que ça pourrait fonctionner? Et pourquoi ou pourquoi pas?
Eh bien, en l'absence de politique, on pourrait peut-être réussir quelque chose comme ça. Je trouve que l'article du New York Times explique plutôt bien que le plan ne peut fonctionner que si on n'a pas à se soucier des situations politiques à court terme. L'idée, c'était que, oui, la Fed laisserait une plus grande partie de son portefeuille arriver à échéance, qu'on réduirait la taille du bilan, qu'on aurait une part moindre dans le secteur financier. Encore une fois, c'est exactement le même discours qu'ils tiennent depuis 2009, non? C'est juste le retour du fameux « on va réduire le bilan, c'est pour bientôt ». Et ça, ils le disent depuis toujours. Donc en fait, on ne fait que répéter la même chose aujourd'hui. Et on allait s'en sortir. Et ça devait ensuite nous permettre de faire remonter un peu les taux d'intérêt à long terme. Et puis, ça créerait de la marge pour faire baisser les taux à court terme. C'était, je crois, le plan. C'est le raisonnement qu'ils suivaient. Le problème, évidemment, c'est que, d'abord, Trump a promis de faire baisser les taux d'intérêt à long terme parce qu'ils influencent les taux des prêts immobiliers. Donc ce n'est pas une solution rapide. Comme l'article le soulignait, il faudrait du temps pour que tout ça produise ses effets. Et en attendant, qu'est-ce qu'il va faire? Surtout avec les élections de mi-mandat qui arrivent cet automne. C'est déjà une catastrophe pour le Parti républicain sur le plan des élections de mi-mandat. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Gérer la hausse. Ils vont essayer de mettre en place ce plan Walsh tout en faisant face à la montée des taux hypothécaires en même temps. Ça va être un gros problème. Ce sera difficile à faire accepter aux républicains du Congrès qui se battent déjà pour leur survie à cause de la guerre en Iran et d'autres désastres issus de cette administration. Et puis, comme le souligne l'article, rien ne garantit que ça va fonctionner comme prévu. On dirait que tout est joliment emballé, comme si on disait « Ah, on va remplacer la dette à long terme par de la dette à court terme et tout ira bien. » Et puis, la Fed peut faire baisser les taux d'intérêt parce qu'il s'agit de dette à court terme. C'est bien que tu penses que ça pourrait se passer comme ça, mais l'économie est bien plus complexe que ça. Et eux, ils se comportent comme des planificateurs centraux, comme s'ils disaient on appuie sur le bouton A ici et ce levier-là fera telle chose. Mais rien ne permet de croire que la Fed comprend à ce point l'économie américaine, ni comment tout ça va évoluer. Et au final, je ne pense vraiment pas qu'il y ait une demande politique suffisante pour faire quoi que ce soit, notamment pour réduire la taille du bilan. Comme il l'avait mentionné en décembre, on avait l'impression qu'ils allaient enfin laisser certaines positions commencer à sortir du bilan. Et ça a effectivement baissé pendant un petit moment. Mais ensuite, en décembre, ils ont recommencé à racheter 40 milliards de dollars par mois en bons du Trésor. Donc le bilan a augmenté au cours des 6 derniers mois. Alors, où est la marge de manœuvre politique, je ne sais pas, pour vraiment faire ça? Je ne pense pas qu'ils aient aujourd'hui plus de capacité à le faire qu'en 2013, Smalling, à l'époque où ils craignaient que l'économie soit trop fragile pour permettre une hausse des taux d'intérêt, que ce soit à court ou à long terme. Je pense qu'ils ont tout simplement trop peur, vu la faiblesse de l'économie, de se lancer dans quoi que ce soit qui retirerait réellement de la liquidité du marché. Franchement, je ne vois pas ça arriver. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'avec autant de crises en même temps, et bien sûr la guerre en Iran qui reste la principale, ils vont sans doute être moins enclins à tester de nouvelles politiques ou à modifier ce que la Fed fait avec son bilan. Oui, je pense que vous avez raison. Il faut bien noter que le moment pour faire ce genre de choses, quand on veut alléger le bilan ou peut-être laisser les taux d'intérêt remonter un peu, c'est quand la situation internationale est calme, quand il n'y a pas de guerre.
Peut-être même qu'à ce moment-là, les déficits commencent à baisser parce que tout va plutôt bien. C'est dans ces périodes-là qu'on peut se permettre des politiques monétaires un peu restrictives. Mais là, on est dans la situation inverse. On est dans une période sans création d'emplois, comme le dit Powell. On est en temps de guerre, avec une production en baisse. La croissance du PIB est extrêmement faible. Alors pour moi, c'est complètement irréaliste de penser qu'ils vont maintenant se lancer dans une politique monétaire déflationniste pour remettre de l'ordre. J'y croirai quand je le verrai. Ryan, dernière question pour aujourd'hui. Je sais que personne n'aime faire des prévisions, mais imaginons, disons dans 12 mois, parce qu'on veut tous savoir à quoi s'attendre. On veut tous savoir comment se préparer. Quel est, selon toi, le scénario le plus probable pour l'économie américaine? Quelle est ta prévision? Eh bien, je pense que ça va continuer à se tasser. Ça va continuer à ralentir. À mon avis, les consommateurs ont raison d'être inquiets quand on voit que la confiance des ménages est au plus bas depuis des décennies. Et il va y avoir pas mal de bruit dans les données. Parce qu'en réalité, on a une économie à deux vitesses. D'un côté, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui possèdent des actifs, qui s'en sortent plutôt bien. Ils sont souvent en milieu ou en fin de carrière, leur situation est stable. Et ce groupe-là, je pense, va continuer à donner l'impression, dans les chiffres globaux, que la situation n'est pas si mauvaise. Mais quand on regarde de plus près les données, quand on s'intéresse à la croissance des revenus des personnes au niveau les plus modestes, à leur capacité d'épargner ou d'investir, là, c'est une autre histoire. L'économie des petites entreprises fait face à de gros vents contraires, même si bien sûr, la bourse se porte très bien. Je pense que c'est peut-être l'illustration la plus frappante de notre époque. La bourse continue de grimper. C'est impressionnant. Et pendant ce temps, la confiance des consommateurs s'effondre. Je me souviens à l'époque où je travaillais pour l'État comme économiste, j'avais un patron qui correspondait parfaitement à ce profil. Un homme d'environ 60 ans, avec beaucoup d'actifs, proche de la retraite et qui s'en sortait plutôt bien. C'était en 2013, quand l'économie était encore vraiment faible. On oublie souvent que l'économie est restée molle de 2008 à 2013, avant qu'on commence à voir une vraie reprise après ça. 2011 a été une très mauvaise année pour la croissance économique et pour l'emploi. Et lui, il arrivait toujours au bureau en disant « La bourse a gagné X dollars aujourd'hui. Tout va bien. Pourquoi tu continues à dire que l'économie est faible? La bourse se porte très bien. » Dans son esprit, comme dans celui de millions d'Américains, ce que fait la bourse reflète forcément l'état de l'économie. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est simplement le reflet du nombre de dollars qui entrent dans l'économie. C'est un peu comme le Zimbabwe, qui avait l'un des marchés boursiers les plus performants au monde à l'époque où il connaissait l'hyperinflation. Vous voyez? Alors, je ne dis pas que les États-Unis sont en hyperinflation. Ce que je dis, c'est que les marchés boursiers dépendent dans une large mesure de la création monétaire. Donc, on a beaucoup de liquidités. Une grande partie de cet argent va dans les actions, mais aussi dans d'autres types d'investissements, peut-être même dans le Bitcoin. Et ça peut expliquer pourquoi le Bitcoin continue de croître, puisqu'il y a énormément de dollars en circulation. Je suis curieux de voir ce qui se passera en cas de récession, notamment avec les cryptos. Il faut qu'on revienne, à un moment donné, à une économie plus normale, qui ne repose pas sur des injections constantes de nouvelles liquidités, comme on le fait depuis 2009. Ce qui aurait dû se passer, c'est qu'en 2019, quand on a commencé à voir la Fed réduire un peu la création de liquidités, à resserrer un peu l'argent facile, l'économie a commencé à se dégrader. On allait probablement vers une récession normale en 2020 qui découlait de cette situation.
Et vous ne l'avez pas eu, parce qu'à ce moment-là, avec le Covid, ils ont imprimé environ 6 000 milliards de dollars. Et c'est comme ça que vous avez eu cette énorme bulle économique gonflée par l'inflation. Eh bien, je ne vois pas comment ils pourraient refaire ça sans déclencher une forte hausse des prix. Donc je pense qu'ils vont devoir lever un peu le pied sur l'inflation monétaire. Pas au point de provoquer une vraie déflation. Non. Mais, comme l'ont expliqué Ludwig von Mises et d'autres économistes autrichiens, il n'est pas forcément nécessaire que la masse monétaire diminue pour qu'une récession se déclenche. Il suffit qu'elle ralentisse. Il suffit qu'il n'y ait plus assez de création monétaire pour maintenir toutes ces bulles, pour faire survivre ces entreprises zombies, pour entretenir ce mouvement permanent d'argent qui alimente la bourse et les secteurs de l'économie qui profitent de la monnaie nouvellement créée. En ce moment, on est assis sur plein de bulles, et je pense que vous allez commencer à en voir certaines éclater petit à petit. Ce ne sera pas une explosion soudaine, plutôt un lent effondrement, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'imprévisible, un effet cygne noir, difficile à anticiper. Mais à mon avis, on va continuer à voir des chiffres comme celui du PIB du quatrième trimestre, à 0,5%. On va continuer à voir une croissance de l'emploi quasiment plate. Et tout ça, ce n'est pas bon du tout. Ça va peser lourd sur le Parti républicain à l'approche des prochaines élections. Sauf retournement majeur, Trump va quitter la Maison-Blanche comme l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire. Parce que d'ici 2 ou 3 ans, l'économie sera encore en train de boiter. Et les jeunes surtout vont se retrouver face à de vraies difficultés d'emploi et à une forme de stagnation. Alors, évidemment, on ne veut jamais prédire quelque chose de dramatique, du genre tout va s'effondrer ou on va plonger dans une énorme dépression. Mais bon, quoi d'autre? Le chômage pourrait atteindre 20%. Ce genre de scénario n'est pas impossible. Cela dit, je ne suis pas prêt à faire ce type de prédiction. Il me semble que la prévision la plus prudente aujourd'hui, c'est de dire « Regardez, il n'y a rien dans les données économiques qui laisse penser à une reprise significative. Où peut-on voir concrètement qu'il y a eu des investissements massifs ou une croissance économique qui n'aurait pas encore eu le temps de se diffuser dans l'ensemble de l'économie? Je ne vois pas vraiment où ça se produit, sauf dans les secteurs qui profitent d'un afflux d'argent facile. Donc, la conclusion la plus logique, c'est que ce sont simplement des bulles, des secteurs gonflés artificiellement dans l'économie. Ce n'est pas là qu'on trouve de vrais investissements, de la vraie croissance ou de l'épargne réelle comme le moteur authentique d'une économie. Je pense qu'on va devoir voir beaucoup de ces bulles éclater. Et plusieurs de ces secteurs vont connaître un fort chômage. Ça ne veut pas dire que toute l'économie va s'effondrer, mais certaines parties vont clairement traverser une très mauvaise passe pendant un moment. Et au final, l'effet global, ce sera sans doute de mauvaises nouvelles pour beaucoup de gens, surtout ceux qui ont des revenus moyens. Je suis vraiment contente que tu aies parlé du marché boursier, parce que c'est une des questions que je vois très, très souvent dans les commentaires. Les gens disent, bon, vous dites que l'économie ne va pas très bien, mais la bourse atteint des records, donc vous devez mentir. J'ai déjà répondu à quelques-uns, mais il y en a toujours de nouveaux qui apparaissent, et je pense que c'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise chose d'en reparler. Les gens sont simplement un peu perdus, parce que logiquement, ça ne semble pas cohérent. Mais je suis vraiment, vraiment contente que tu aies abordé ce sujet, et j'espère que ça aidera les gens à mieux comprendre ce qui se passe réellement et comment il faut regarder ces choses-là. Ryan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était une discussion passionnante. J'aimerais vraiment qu'on la poursuive et j'ai hâte de te retrouver très bientôt dans l'émission.
Merci beaucoup. Thank you very much.